Alors, on arrive naturellement à ce qu'on peut appeler le deuxième phénomène de la mémoire. Non seulement il faut engager l'attention au moment du premier apprentissage, mais il va aussi y avoir un effet très important du fait de se retester régulièrement pour éprouver si sa mémoire est correcte ou pas. Et donc, on va avoir un effet extrêmement important du retest systématique de la mémoire. Alors, c'est quelque chose qui avait déjà été noté par William James en 1890. Tout est dans William James, il faut le savoir, en psychologie pratiquement, mais c'était simplement son observation intuitive. Hein. Une étrange particularité de notre mémoire est que les faits s'y impriment mieux par une répétition active que passive. J'entends par là que pendant un apprentissage, par cœur par exemple, lorsque nous parvenons presque à retenir quelque chose, il vaut mieux attendre, faire l'effort d'essayer de se souvenir, plutôt que de se précipiter sur un livre. Si nous nous entraînons à récupérer les mots de cette manière, nous les saurons probablement la prochaine fois. Sinon, nous aurons très probablement besoin d'aller à nouveau regarder dans un livre. Et il faut faire l'effort, et évidemment, ensuite, il faut avoir l'information correcte. Mais il faut faire l'effort. Alors, beaucoup de données vont dans ce sens. L'idée que non seulement il faut apprendre avec un engagement actif et profond, mais tester sa mémoire la rend plus forte. Plusieurs études, l'une des plus anciennes de la littérature, disons, contemporaine en sciences cognitives, est celle de Carrier et Pachler en 1992. Le nom d'Harold Pachler va revenir régulièrement dans ce cours, puisqu'il joue un rôle très important dans toutes ces études sur la mémoire. Et là, vous voyez le design, le paradigme expérimental extrêmement élégant qui est utilisé par Harold Pachler. On doit apprendre des traductions de mots esquimaux en anglais, ce sont des sujets anglophones, donc ils apprennent des mots en esquimau. On choisit cela parce que c'est un apprentissage nouveau et peut-être intéressant pour eux. Et donc, les mots en esquimau sont soit présentés simultanément avec leur traduction en anglais, soit on présente le mot esquimau en premier, on laisse 4 secondes, et ensuite seulement on présente le mot en anglais. Alors, on pourrait penser que du point de vue du système d'apprentissage, il y a moins d'opportunités pour apprendre, puisqu'il y a un recouvrement entre les deux informations que pendant 2 secondes ici. Mais en fait, ici, le système va être en train de générer une prédiction, de se tester, d'essayer de retrouver la bonne réponse. Et la découverte, c'est que ces conditions-ci maximisent de façon très importante la mémoire ultérieure des traductions des mots esquimaux. Donc c'est le fait d'avoir une période où on génère de façon interne la réponse, on se teste. D'autres résultats de Henry Rediger, c'était l'objet de tout son exposé dans le séminaire il y a quelques années, montrent clairement que si on a la même période de temps, il vaut mieux alterner études et tests que de passer tout son temps dans l'étude. Alors c'est très intéressant parce que vraiment les étudiants ne font pas ça. Les étudiants disent si je veux apprendre, je dois relire, je vais relire mes cours. Relire ses cours, ça a très peu d'effet. Ce qui a de l'effet, c'est de relire son cours et de se tester et de voir si on connaît la bonne réponse. Et donc ici, vous avez cette étude classique. Vous voyez l'écroulement des performances chez des sujets qui soit étudient et étudient dans le même temps, soit étudient et se testent. Et vous voyez que les étudiants qui se testent systématiquement ont un écroulement bien moins important de la mémoire au fil du temps. Au bout d'une semaine, l'effet est extrêmement important. Hein. C'est plusieurs dizaines de pourcents de différence pour les sujets qui ont choisi de se tester. Alors, Carrier et Pachler, dès 1992, discutent des facteurs qui rendent l'effet maximal et ils pensent, comme d'ailleurs William James, que ce qui est important, c'est qu'on ne soit pas loin de savoir, c'est-à-dire qu'on a déjà une certaine information et que l'on reçoive un feedback rapide sur la réponse correcte ou incorrecte. Alors, les résultats récents ont confirmé cette intuition, c'est-à-dire la situation qui semble ne pas marcher, c'est celle où vous ne savez vraiment pas grand-chose et vous n'avez pas de feedback. Là, vous pouvez générer une mauvaise réponse et évidemment ne pas pouvoir la corriger. Par contre, ce que montrent les travaux de Rediger et collaborateurs, c'est qu'il y a une très grande résistance aux différentes conditions expérimentales. Par exemple, on a pu penser que deviner n'était pas une bonne chose. Si vraiment vous n'êtes pas sûr de vous, est-ce que c'est une bonne idée d'essayer de générer une réponse interne? Eh bien, l'expérience montre que ça n'a pas d'effet. Il n'y a pas d'effet délétère d'essayer de deviner dans la mesure où vous avez une rétroaction rapide sur la bonne réponse. Donc, vous n'allez pas forcément mémoriser la mauvaise réponse simplement parce que vous l'avez générée pendant quelques secondes, à condition d'avoir un retour sur l'information. Et là encore, ce retour n'a pas besoin d'être absolument immédiat, mais il y a une certaine tolérance de cet effet à un délai dans le retour. Donc, vous voyez qu'on a ici des conditions tout à fait intéressantes pour l'apprentissage. Il faut absolument générer de soi-même la réponse et obtenir ensuite un résultat. Autrement dit, c'est une situation de test. On peut aussi dire que c'est une situation de ce que les Américains appellent drill, typiquement pour la table de multiplication, générer la réponse, savoir si on a bon ou pas.